Bienvenue sur l'internaute.com et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web, avec aujourd'hui notre invité Geoffroy Didier, secrétaire général adjoint de l'UMP. Bonjour Geoffroy Didier, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec nous également sur ce plateau, Michel Urvois, éditorialiste politique à Ouest France. Bonjour Michel. Bonjour Virginie. Je vous rappelle rapidement le principe. Vous avez une quarantaine de minutes pour nous envoyer vos questions, que nous nous ferons un plaisir de transmettre à notre invité. Alors Geoffroy Didier, ce week-end, les militants se sont exprimés contre un nouveau vote pour la présidence de l'UMP. Est-ce que ce vote, selon vous, renforce Jean-François Copé ? Sans doute, il renforce surtout l'unité au sein de notre famille politique. Nous avons assisté, vous avez assisté, les Français ont malheureusement assisté à un psychodrame inutile en novembre dernier, lors du congrès de l'UMP, auquel il fallait mettre un terme. Jean-François Copé, comme François Fillon, notamment d'ailleurs grâce à Nicolas Sarkozy, ont réemprunté le chemin de la sagesse après ce psychodrame inutile. Ils sont convenus d'une nouvelle révision des statuts, avec une commission de révision des statuts qui a travaillé et qui a permis de mettre en place une UMP beaucoup plus démocratique et beaucoup plus transparente. Et puis, ils ont permis aux militants, dont je salue d'ailleurs la sagesse pendant tout ce mauvais épisode, de décider s'ils voulaient revoter en septembre ou pas, ou s'il voulait donner à Jean-François Copé, qui a été donc élu président de l'UMP, la possibilité de poursuivre son mandat jusqu'en novembre 2015. Ce sera le cas. Je crois que nous sommes aujourd'hui tous rassemblés et que progressivement, même s'il y a bien sûr des ambitions qui sont légitimes, même s'il y a des égos qu'il faut gérer, nous sommes tous en ordre de bataille pour les prochaines échéances, à commencer évidemment par les municipales de 2014. Alors le Parti Socialiste, mais cette bonne guerre, ironise sur ce scrutin en disant que pour une fois l'UMP a réussi un vote, c'est pour ne pas voter. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté quand même poussière sous le tapis, on ne peut pas trancher, donc on reporte les choix à plus tard? C'est quand même l'hôpital qui se fiche de la charité, parce que Harlem Désir a été désigné, d'après mes souvenirs, non pas élu véritablement par la légitimité démocratique des militants, mais désigné dans l'arrière-cuisine de l'Élysée par François Hollande avec Jean-Marc Ayrault. Donc honnêtement, recevoir des leçons de démocratie d'Harlem Désir et de ses amis, pardon, mais je n'y suis pas totalement sensible. Alors, François Fillon a déclaré que le report de cette élection n'efface pas le passé et justifie une direction collégiale. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration ? Bien sûr. Il y a une direction collégiale qui a été mise en place en novembre dernier pour essayer de rassembler tout le monde. Il y a des copéistes, il y a des fillonistes. Et puis, nous ne sommes plus dans l'histoire de qui a voté Jean-François Copé, qui a voté François Fillon. Ce n'est plus la question pour les adhérents de l'UMP. Ce n'est plus la question pour les électeurs de la droite et du centre. Aujourd'hui, la seule question, c'est comment va-t-on se rassembler pour reconquérir des territoires en 2014. Il y a les élections municipales, il y a les élections européennes, il y a les élections sénatoriales, afin de maximiser nos chances de reconquérir le pouvoir en 2017. C'est la seule et unique question que se posent les électeurs. Et quand François Fillon dit « ça n'efface pas le passé », ça veut dire que le problème de fond n'est pas réglé. Mais le problème de fond, celui de l'ambition de François Fillon, il y a les celui primaires du de projet. 2016 pour celui-là. Donc honnêtement, chacun a son ambition qui est légitime, chacun a son ego qui est tout à fait légitime aussi. Ces égos, ces ambitions se manifesteront sans doute lors de la primaire de 2016. Aujourd'hui, la seule et unique priorité, c'est d'être en ordre de bataille pour reconquérir le pouvoir, reconquérir des territoires, à commencer par les municipales de 2014. D'accord. Alors donc, vous l'avez dit, donc la primaire qui a été votée aussi ce week-end dans son principe, est-ce que Nicolas Sarkozy doit s'y soumettre ? Mais on vient de faire des statuts demandant à ce que tous ceux qui souhaitent être candidats en 2017 se soumettent aux primaires de 2016. Donc je ne vais pas arriver... des voix disant il est pas, son personnage, il est sur une autre échelle. Je ne vais pas, en tant que secrétaire général adjoint de ma famille politique, alors même que nous venons d'assister à un vote qui, comme vous l'avez souligné, donne dans son immense majorité un quitus à la révision des statuts, avec notamment le principe même des primaires en 2016, je ne vais pas venir 3 jours après vous expliquer que les primaires, c'est bien pour tout le monde, sauf pour Nicolas Sarkozy. Je vais vous dire, Nicolas Sarkozy, à mon avis, ne craint personne. Et le 6 mai dernier, il a souhaité redevenir un Français parmi les Français. Il s'est retiré de la vie politique quotidienne. Je ne sais pas s'il souhaite revenir en 2017. Je ne suis son porte-parole ni officiel ni officieux.
La seule chose que je sais, c'est que, en tout cas, que je considère, c'est qu'il n'y aura de retour de Nicolas Sarkozy que s'il est un recours. Et les statuts vont vivre leur vie. Peut-être que nous n'aurons pas besoin de primaires en 2016. Peut-être qu'il n'y aura qu'un seul candidat. Peut-être que Nicolas Sarkozy sera appelé par les électeurs de la droite et du centre, rendant ainsi pas franchement nécessaire la primaire, parce que les statuts doivent vivre leur vie. Mais je ne vais pas vous dire en 2013 que nous n'avons pas de primaire à organiser en 2016 si Nicolas Sarkozy souhaite revenir, parce que ce serait parler contre ce que viennent de choisir les militants. Alors au sujet de Nicolas Sarkozy, vous ne savez peut-être pas s'il reviendra ou pas, mais en tout cas Fabienne vous pose cette question. Pour 2017, vous dites que vous souhaitez le retour de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous pensez qu'il peut vraiment revenir avec toutes les affaires dans lesquelles son nom est cité? Je pense que la France manque aujourd'hui cruellement d'autorité. Que nous sommes dans une zone de turbulence du fait de la crise économique mondiale et qu'on a vraiment l'impression de ne pas avoir de pilote dans l'avion. Et il est vrai que beaucoup de nos concitoyens, même d'ailleurs certains qui ont voté François Hollande, estiment qu'au moins avec Nicolas Sarkozy, nous avions un chef. Au moins, pas seulement un chef pour la droite, mais un chef pour notre pays. Au moins, nous avions un chef de l'État avec une vraie force de conviction, avec une capacité d'entraînement, avec une vision face à la crise économique. Bien sûr que tout n'a pas été réussi pendant le dernier quinquennat. Je ne suis pas là pour vous dire que tout a été fait, parce que je ne serais pas crédible. Mais je vous dis juste que nous avions un chef de l'État visionnaire et réactif face à la crise. Et donc, pour répondre à la question de l'internaute, je souhaite effectivement, à titre personnel, que Nicolas Sarkozy puisse revenir. On parle de ses affaires. Très bien, mais ces affaires, où sont les preuves? Où sont les preuves? Où sont les faits concrets qui sont établis par la justice? Moi, je n'ai pas accès au dossier. Je ne suis pas un procureur. Et je m'étonne d'ailleurs de voir que certains journalistes, eux, se considèrent comme procureurs. Donc, pour répondre précisément à votre question, j'observe une seule chose, c'est que plus Nicolas Sarkozy est souhaité par les Français dans les enquêtes d'opinion, et on voit bien qu'enquête d'opinion après enquête d'opinion, il est sollicité par les Français, du fait justement de ce manque d'autorité de François Hollande, plus il est ciblé par certains, ciblé peut-être par quelques commentateurs judiciaires, et ciblé par certains autres qui veulent effectivement profiter de cet écran de fumée que sont les affaires pour essayer de l'anéantir et de le détruire. Je ne pense pas qu'il y arrivera, et je pense surtout qu'il y a presque un sursaut de l'opinion qui se dit « trop c'est trop ». D'accord, donc sa réputation, son nom n'est pas forcément entaché par ces affaires et n'empêcherait pas un retour, selon vous? Écoutez, moi j'observe qu'un non-lieu est requis dans l'affaire Bettencourt, que toutes ces affaires sont en train, l'une après l'autre, de faire pchit. Et enfin, concernant l'affaire Tapie, qui n'a pas encore fait pchit, je laisse la justice faire sereinement son travail, mais je ne vois pas en quoi Nicolas Sarkozy est directement concerné par cette affaire. De toute façon, il est protégé par son statut. Donc, Oui, mais même concrètement dans les faits, enfin, je ne sais pas si vous voulez qu'on vienne à l'affaire Tapie, mais il y a une sentence arbitrale qui a été contestée par certains et qui pourtant a été confirmée par le juge administratif et même l'autorité suprême de la juridiction administrative, c'est-à-dire le Conseil d'État. On pense ce qu'on veut du préjudice moral de 403 millions. Bien sûr que moi aussi je suis choqué moralement par une telle somme, mais il faut être rigoureux, il faut savoir mettre d'un côté la légalité et puis de l'autre la moralité. Je peux être légitimement choqué par ce préjudice moral qui est effectivement très élevé, et puis surtout à une période où les Français sont exposés face à la crise économique mondiale, et puis considérer que l'arbitrage, c'est un mode alternatif de règlement des conflits qui est assez classique, que la sentence arbitrale a été attaquée mais confirmée par la justice, et qu'il faut donc être particulièrement prudent et rigoureux sur les attaques qui sont proférées contre Nicolas Sarkozy. Mais vous dites que Nicolas Sarkozy est visé à travers cette affaire, que c'est lui qu'on veut abattre en fait. Je pense que certains veulent sans doute régler leur compte avec Bernard Tapie, mais qu'au fond, c'est une affaire qui est très politique. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça précisément? Sur quel fait? En tant que citoyen, j'observe, je regarde la télévision, je lis les journaux, les commentateurs, les quelques journalistes qui suivent précisément cette affaire, ils vous expliquent toute la journée que Nicolas Sarkozy est cerné, que c'est une affaire d'État, que Nicolas Sarkozy n'a pas pu ne pas décider lui, que les autres sont des lampistes. Donc
Je veux dire, je suis les yeux ouverts. J'écoute, je Enfin, regarde. c'est pas ce les qui se journalistes dit. qui ont commencé, c'est Jean Perlevade, c'est François Bayrou, Eh bien, ce sont les centristes, ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous accréditez ma thèse. Vous êtes en train de me dire effectivement que ce ne sont non seulement les quelques commentateurs judiciaires, mais aussi quelques politiques qui veulent régler leur compte avec Nicolas Sarkozy. Alors après Nicolas Sarkozy, on va aussi parler d'une autre figure importante à droite, Alain Juppé. Mhm. Dans un billet paru ce week-end sur son blog, le maire de Bordeaux estime que c'est à l'UMP que revient la responsabilité du combat contre le FN. Est-ce que vous approuvez cette prise de position? Bien sûr, mais ça ne suffit pas. Je suis évidemment d'accord avec ce que dit l'ancien Premier ministre Alain Juppé, mais ça ne suffit pas. La question c'est comment fait-on concrètement? Alors là, il y a une véritable alternative. Il y a ceux qui se réfugient dans la posture politicienne qui est désormais dépassée, décalée, qui est celle du Front républicain, où on dit le Front National, ça ne nous concerne pas. Et puis pendant ce temps, le Front National progresse. Il progresse parce qu'il est la voiture balai, parce que son fonds de commerce, ce sont nos souffrances. Et puis il y a ceux, comme nous, à la droite forte, qui est le mouvement, le premier mouvement de l'UMP que je porte avec Guillaume Pelletier, qui considèrent que ces gens-là ne sont pas des sous-électeurs, que ceux qui votent Front National aujourd'hui sont souvent des anciens électeurs de l'UMP ou aujourd'hui du Parti Socialiste, voire du Parti Communiste. Et que, en votant Front National, ils envoient une bouteille à la mer, qui nous disent stop, ça suffit, nous nous sentons abandonnés, nous sommes exaspérés, voire peut-être même, sans oser le dire, désespérés. Eh bien moi j'estime que ces gens-là, il faut leur parler. J'estime que mon devoir de responsable public, c'est d'aller leur parler. Non pas en empruntant les thèses du Front National, parce que je vois tout de suite le procès d'intention qui nous est fait, mais en leur parlant de leur souffrance au quotidien, c'est-à-dire de l'insécurité, c'est-à-dire de la maîtrise des flux migratoires, c'est-à-dire de leur pouvoir d'achat. Et je pense que si on se réfugie dans des postures parisiennes décalées comme celle du Front républicain, qui a démontré toute son inefficacité lors de l'élection de Villeneuve-sur-Lot, on se plante. En revanche... Il a quand même si... permis l'élection d'un UMP. Je suis d'accord, il a mal fonctionné. Et d'ailleurs, d'assez loin, de 8 points de plus que le Front National. Mais si le Front républicain avait si bien fonctionné, Jean-Louis Costes, le candidat de l'UMP, aurait fait 75%. 75%. On est bien d'accord. 54%, si je On est bien d'accord. Mais je reviens quand même sur la manière de combattre le Front National. Est-ce qu'il faut aller sur le terrain de ses idées, comme le font quand même un certain nombre de militants et de dirigeants à l'UMP, ou est-ce qu'il faut s'employer à démontrer par A plus B que les thèses du Front National sont anti-économiques, qu'elles jouent contre le pays, contre l'emploi, etc. Enfin, comment on fait là? Et on n'est pas dans la politique politicienne, on est sur le fond des choses. Il ne faut pas aller sur le terrain de leurs idées, il faut aller sur le terrain tout court. Et quand vous allez sur le terrain tout court, vous entendez les aspirations profondes de nos concitoyens. Vous vous rendez compte effectivement de ce que sont les souffrances des Français au quotidien. Et il faut leur parler de ces souffrances. Et si leur parler, ou leur dire que nous sommes patriotes, si leur dire que nous sommes pour l'ordre et l'autorité de la loi, si leur dire que l'assistanat doit être moins bien récompensé que le mérite et le travail, c'est aller sur leur terrain, à ce moment-là, oui, ça, je vais sur leur terrain. Mais moi, j'estime que le patriotisme, le Front National n'en a pas le monopole. Donc, je pense qu'il faut mettre en place, et non pas tergiverser comme on l'a trop souvent fait à l'UMP, mais vraiment arrêter nos valeurs, qui soient des valeurs républicaines, mais en même temps des valeurs offensives, qui sont des valeurs de droite. Parce qu'aujourd'hui, le patriotisme, parce que l'ordre, parce que le mérite et le travail, c'est un discours politique, parce que ce sont des valeurs de droite. Ça devrait être une évidence pour tout le monde. Mais lorsque j'observe ce qui se passe au Parti Socialiste et au sein du gouvernement, je me dis qu'en fait, ces valeurs-là, c'est à la droite de les véhiculer, et ce n'est pas à l'extrême droite d'en avoir le monopole. Et vous affirmez que François Fillon et Jean-François Copé sont d'accord là-dessus, sur cette manière de combattre le FN? C'est pas l'impression qu'on a eue dans les échanges Oui, mais en même temps, chacun s'exprime avec ses mots. Je me souviens de... Je vais vous donner quelques exemples très concrets. Je me souviens de François Fillon qui nous disait pendant le congrès de l'UMP, à juste titre sans doute, je suis beaucoup plus de droite que vous ne l'imaginez. J'ai vu par exemple que François Fillon, lorsqu'il a fait un discours à Mandelieu-la-Napoule, me semble-t-il, la semaine dernière, a repris une proposition de la droite forte, qui est celle de réserver les allocations sociales aux Français et, j'assiste, aux étrangers qui sont légaux sur le territoire depuis 10 ans. François Fillon a repris une proposition de la droite forte. Donc vous voyez que finalement, derrière les images que l'on peut avoir de l'un ou de l'autre, derrière les étiquettes qu'on prête souvent à l'un ou l'autre,
finalement, il y a plus de rassemblement qu'on l'imagine au sein de notre famille politique. Alors sur la droite forte, question de Lise qui vous dit: est-ce que vous ne craignez pas de crédibiliser les idées du FN en les reprenant à votre compte avec votre courant de la droite forte? D'abord, si l'extrême droite dit qu'il fait beau aujourd'hui et qu'il fait beau, je ne vais pas dire qu'il pleut. C'est-à-dire qu'il faut quand même être... il ne faut pas être hypocrite aujourd'hui dans le débat public. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et encore une fois, ce n'est pas parce que Marine Le Pen les aurait dit en premier que je vais m'empêcher de les dire si elles correspondent à la vérité du terrain. En revanche, je suis en combat contre le Front National. J'estime que les valeurs que l'extrême droite véhicule ne sont pas les miennes, parce qu'elles ne sont pas, selon moi, républicaines. Donc je n'ai pas les mêmes propositions que le Front National. Mais s'il y a une proposition que le Front National aurait eue et qui correspond, selon moi, aux attentes des Français, je n'aurais pas de mal à le dire. Donc je ne cherche pas à crédibiliser l'extrême droite. Je ne pense pas, pour répondre à cette question, crédibiliser l'extrême droite. En revanche, nous sommes nous-mêmes et nous sommes surtout avec une seule boussole, c'est le peuple français qui est aujourd'hui exposé plus que jamais à une crise économique mondiale. Au départ, vous faisiez partie de la Diagonale. Vous en étiez même le porte-parole, ce club sarkozyste que dit de gauche. J'ai un petit peu du mal d'ailleurs à vous voir de gauche, mais vous étiez... Je vais vous rassurer là-dessus. Alors voilà, alors vous définissez comment aujourd'hui? D'abord, est-ce que vous êtes toujours ce sarkozyste progressiste et alors, comment vous définissez ce mouvement et votre sensibilité? Je suis de droite et je l'ai toujours été. En revanche, il est vrai, et je l'assume totalement, et ça fait partie de mon parcours. D'ailleurs, à l'extrême droite, on me traite de gauchiste, et au centre, on me traite de facho. Donc c'est peut-être que je suis au bon endroit. Mais j'ai été très sensible, effectivement, à ce mouvement qui s'appelait la Diagonale, et qui consistait à rassembler des personnalités de la société civile qui étaient sensibles aux idées de Nicolas Sarkozy en 2007, au-delà des clivages partisans. Il y avait des personnes de droite, il y avait des personnes de gauche, il y avait des personnes qui se disaient apolitiques, mais qui trouvaient que Nicolas Sarkozy avait une capacité de rassembler et avait une capacité à bouger les lignes. Et effectivement, je vous le dis, et je vous le dis, c'est le même Geoffroy Didier qui vous parle en 2013, en 2007, je vous dis, j'aime chez Nicolas Sarkozy cette capacité parfois à transgresser, à briser des tabous, à bouger les lignes. Et donc c'était le principe même de la démarche de la Diagonale, qui était d'ailleurs placé sous la tutelle de Brice Hortefeux, qui, comme chaque internaute qui nous suit en ce moment même, sait à quel point c'est un gauchiste, un méchant gauchiste, un dangereux gauchiste, Brice Hortefeux. Donc vous voyez, honnêtement, il y a les caricatures qui peuvent être faites, surtout a posteriori, et puis il y a la vérité des faits. La vérité des faits, c'est que j'ai toujours été droite, mais que je suis sensible au fait que Nicolas Sarkozy a su, plus que d'autres, rassembler au-delà des clivages. Alors, sur du concret, Sandrine vous dit, vous vous êtes prononcée en faveur du droit de vote des étrangers. Est-ce que vous avez changé d'avis depuis? J'ai mûri, en fait, sur cette question. C'est-à-dire qu'ayant été moi-même étranger dans un pays, puisque j'ai vécu aux États-Unis plusieurs années, j'ai travaillé, j'ai contribué à l'activité économique de ce pays, je me disais que, c'était en 2004-2005, je me disais que finalement, je ne voyais pas pourquoi je ne pourrais pas au moins participer à des élections locales, puisque je contribuais à l'activité économique. Et que vous y payiez des impôts. Et que j'y payais des impôts. Et puis je suis rentré en France, et je me suis investi sur le terrain. Je me suis investi sur un terrain difficile, qui est le Val d'Oise, où il y a 40% de Front National. Je me suis rendu compte que la société française était fragile, que sa cohésion était un combat permanent, qu'il y avait des mosaïques de communautés qui avaient du mal à coexister. Et je me suis dit, mais peut-être que c'est une bonne idée sur le principe, mais la société française n'y est pas prête. Et aujourd'hui, si François Hollande, comme il prévoit de le faire, souhaite instrumentaliser encore, comme il investit sur un terrain difficile, le Val d'Oise, où il y a 40% de Front National, je me suis rendu compte que la société française était fragile, que sa cohésion, qu'il y avait des mosaïques de communautés qui avaient du mal à coexister. Et je me suis dit, mais pour le principe, mais la société... Et aujourd'hui, si François Hollande, comme il prévoit de le faire, souhaite la société française n'y est pas prête, peut-être que c'est une bonne idée, c'était un combat permanent. Je me suis rendu compte que la société qui est investie sur le terrain, je me suis instrumentalisé encore, comme il investit sur un terrain difficile, le Val d'Oise, où il y a 40% de que sa cohésion, qu'il y avait des mosaïques de communautés qui avaient du mal à coexister. Et je me suis dit, mais pour le principe, mais la société... Et je me suis dit, mais qui avait du mal à coexister, qu'il y avait des mosaïques de communautés,
que sa cohésion, le Val d'Oise, où il y a 40% de investis sur un terrain difficile, instrumentalisé encore comme il investit sur le terrain. Je me suis Vous avez des convictions qui changent selon les circonstances. J'ai des convictions qui ne changent pas, je m'adapte au terrain, je m'adapte à la réalité des faits. Le rôle d'un responsable public, c'est pas d'arriver avec son idéologie et d'essayer de la plaquer coûte que coûte. Le rôle d'un responsable public, c'est d'avoir une intuition et puis après de la confronter au terrain. Et puis si vous voyez que le terrain n'est pas prêt à répondre à votre intuition, soit vous vous braquez et vous êtes un idéologue, soit vous vous adaptez, vous êtes un pragmatique. C'est la même chose sur le mariage pour tous, vous y étiez... Non, j'ai jamais... Alors ça, c'est pour le coup, il faut pas trop lire la presse, ou en tout cas, il faut lire Ouest France parce que c'est une bonne presse, mais pas forcément l'autre presse. J'ai toujours été contre le mariage homosexuel, contrairement à ce qui a pu être écrit. Et je suis pour l'égalité des droits, je suis pour un statut des beaux-parents. J'étais contre ce projet de loi. Je pense qu'il fallait plus de droits pour les homosexuels. Vous défendiez l'égalité des droits en la par exemple, matière. oui, par exemple pour l'alliance civile. J'étais pour ce que Nicolas Sarkozy a proposé. Je regrette que nous ne l'ayons pas fait pendant le quinquennat dernier, c'est-à-dire l'alliance civile. C'est exactement ce que préconisait Nicolas Sarkozy. Et je regrette que nous ne l'ayons pas fait. Et si nous l'avions fait, nous n'aurions pas peut-être eu cette grande histoire du mariage pour tous. Donc là-dessus, je n'ai pas changé d'avis. Autant j'assume que sur le droit de vote des étrangers, j'ai confronté mon intuition à la réalité du terrain, autant je n'ai pas changé d'avis sur le reste. Alors il y a une autre question, c'est Lali, internaute, qui vous la pose. Instaurer des quotas de journalistes de droite, je crois que c'est une idée que vous avez émise. Ça vous fait peur, vraiment ça, Michel que c'est... moi je n'ai aucune peur. Vous pensez vraiment que c'est réalisable? Quelle droite? Et que faut-il? Et faut-il que les autres se déclarent de telle gauche? Je crois qu'il faut que je précise ma pensée. Notre idée n'est pas de demander aux journalistes d'être de droite ou de gauche. Je m'en fiche, d'ailleurs, que vous soyez de droite ou de gauche. La seule chose que je veux, c'est de ne pas le savoir. En revanche, j'ai constaté, notamment sur des médias du service public, c'est-à-dire ceux que nos concitoyens financent à travers la redevance, chacun, honnêtement, râle un peu en faisant son chèque de redevance, eh bien que certains journalistes détournaient, instrumentalisaient cette belle profession à des fins de militantisme politique. Et ça, je ne l'accepte pas. Et ça, je l'ai beaucoup entendu sur le terrain. Et il est vrai que, notamment pendant la campagne présidentielle, sur certains médias du service public, Nicolas Sarkozy, pour ne pas le citer, était fustigé, dénigré, attaqué, et que je n'avais vraiment pas l'impression que nous avions affaire à un pluralisme des opinions et à une diversité de l'information. Enfin, j'ai pas eu le sentiment que François Hollande, depuis qu'il est élu, ait été spécialement ménagé non plus. Mais enfin bon, ils sont peut-être devenus de droite aujourd'hui, non? Je ne le pense pas. Moi, je vous dis juste que nous faisons une proposition concrète qui est très réalisable, parce qu'on me demande si c'est réalisable. Je vous dis oui, et ça existe. Et ça existe déjà sur les médias du secteur privé, sur certaines chaînes d'information continue privées que je ne citerai pas pour ne pas leur faire de publicité gratuite. Il y a des chroniques d'éditorialistes, de journalistes qui ont leur carte de presse, qui assument d'être de droite ou de gauche, et qui disent on va faire une émission directe de droite, directe de gauche. Eh ben, je voudrais qu'il y ait la même chose, parce que sur des médias du service public, ceux qui sont financés par nos impôts, j'estime que c'est la moindre des choses, parce qu'au moins quand vous avez la gauche et vous avez la droite, vous êtes sûr d'avoir la droite. Mais comment allez-vous sélectionner un journaliste de droite, de gauche? Croyez-moi, il y en a certains qui l'assument. Il y en a certains qui disent moi je suis un journaliste éditorialiste de droite. Je peux citer, on peut en citer, que ce soit Éric Brunet, Elisabeth Lévy, Éric Zemmour. Il y en a d'autres qui s'assument de gauche. Si vous écoutez Bruno Roger-Petit, vous savez qu'il est de gauche, il n'y a pas de problème. Pourtant, il est journaliste. Si vous écoutez certains journalistes de France Inter, vous vous dites qu'il n'y a pas de problème, je sais à peu près où sont ses opinions politiques. Il ne faut pas être hypocrite. À la limite, quitte à les donner leurs opinions politiques de manière subliminale, autant qu'ils le disent franchement. Mais quitte à le dire franchement, autant que la droite puisse aussi s'exprimer franchement. Mais dans ce cas, il faut mettre des quotas de journalistes de droite à l'Humanité. Non. Parce que moi, je vous parle des médias du service public, c'est-à-dire ceux que vous financez avec votre redevance. Quand je donne 1 euro le matin pour acheter Libération, pour acheter Le Figaro, pour acheter l'Humanité, vous me direz, l'Humanité, ça ne m'arrive pas souvent. Je sais que j'ai affaire à un journal communiste, ou un journal d'une sensibilité de droite, ou un journal d'une sensibilité de gauche, puis c'est un média du secteur privé. Moi, je vous parle des médias que financent nos concitoyens, et j'estime que nos concitoyens ont le droit au pluralisme de l'information et à la diversité des opinions. C'est la moindre chose qu'on leur doit.
Alors après cette parenthèse média, on va passer à la séquence pour ou contre de cette émission. On va vous donner quelques idées de projets ou des réformes et vous nous dites si vous êtes pour ou contre avec une petite phrase d'explication. Alors Geoffroy Didier, est-ce que vous êtes pour ou contre le déblocage de la participation dans les entreprises? Oui, je pense que ça peut être une bonne chose, oui, tout à fait, pour libérer l'économie. Oui, je suis plutôt pour. C'est intéressant parce que d'autres UMP sur ce même plateau ont dit non parce que ce n'était pas la vocation de la participation. Mais je referme la parenthèse. Le non-cumul... Vous savez, on est libre de penser à l'UMP. Ah, très bien. Le non-cumul des mandats, vous êtes pour ou contre Qui est débattu tout à fait. Aujourd'hui, ce soir et demain à l'Assemblée. Je suis pour, mais je suis sensible à cette phrase qu'avait François Mitterrand qui était de dire la seule limite, c'est la limite de confiance. Et puis, je suis surtout pour le non-cumul dans le temps. Je pense qu'au bout de 3 mandats consécutifs, vous ne faites plus grand-chose, ou en tout cas, vous êtes là plus pour durer, comme le disait souvent Nicolas Sarkozy, que pour faire. Et les responsables publics sont là avant tout pour faire, surtout pas pour durer. Donc je suis avant tout pour le non-cumul dans le temps. Est-ce que vous êtes pour ou contre le report de projets de lignes à grande vitesse? Écoutez, bien sûr que je ne suis pas pour. Personne va dire c'est formidable qu'on reporte les lignes à grande vitesse, mais en même temps il faut être responsable. En même temps, on ne peut pas non plus dire qu'on combat la dette publique, qu'on combat le déficit public, et puis garder tous les grands projets. Donc je suis pour le report, mais à contre-cœur, et par souci de responsabilité. Et pour ou contre la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, qui pourrait justifier une réunion du Congrès à la mi-juillet? Je crois qu'il y a un vrai débat à avoir là-dessus. Je pense qu'on n'a pas encore bien défini tous les termes du débat, mais je suis pour que le Conseil supérieur de la magistrature évolue, effectivement. Alors on va passer à des questions un peu budgétaires. Oui, Michel. alors aujourd'hui, cet après-midi à l'Assemblée nationale, il y a un débat d'orientation des finances publiques. Jean-Marc Ayrault vient d'adresser des lettres plafond qui contraignent les ministères à économiser 14 milliards en 2014. En 2014, oui, je dis bien, l'année prochaine. Qu'est-ce que vous pensez de cette orientation? Est-ce que c'est trop peu? Fallait-il le faire? Faut-il le faire comme ça? Non, mais surtout, il faut le faire. C'est-à-dire que je me méfie beaucoup du décalage qui existe entre les paroles et les actes. Parce que ça fait 1 an qu'on nous donne, mais qu'on nous assène de discours de vertu, de leçons de morale, et puis il n'y a pas toujours grand-chose derrière. Donc, sur le principe de baisser les dépenses publiques, bien sûr, mais j'aurais préféré d'ailleurs qu'on commence par baisser les dépenses publiques, plutôt que de matraquer fiscalement nos concitoyens. J'aurais préféré que, plutôt que de nous dire que les impôts n'augmenteraient pas et que la crise était terminée, comme François Hollande l'a fait pendant la campagne présidentielle, qu'ils ne fassent pas le choix de matraquer fiscalement avec 32 milliards d'impôts supplémentaires. On nous avait vendu la justice avec un peu de poudre de perlimpinpin qui consistait à expliquer que qu'on allait surtaxer les plus riches. Mais les plus riches, ils partent. Et finalement, qui est-ce qui trinque? Eh bien, c'est nous. Ce sont ceux qui ne gagnent pas des sommes astronomiques. Donc on nous avait vendu la justice, finalement on a l'injustice. On nous avait vendu la justice fiscale, avec la baisse des dépenses publiques, finalement on a eu le matraquage fiscal. Donc permettez-moi d'abord de douter de la crédibilité et de la véracité des discours de Jean-Marc Ayrault et de son équipe. Après, si effectivement j'observe que ces faits se traduisent en actes, vous savez, moi je suis de droite, j'ai une boussole, je suis clairement sur mes valeurs, mais je ne suis pas sectaire. Si je vois que le gouvernement fait les choses bien, j'oserais le dire, et je n'aurais pas peur de le dire. Et je pense que si nous voulons réhabiliter les Français avec l'action publique, il faut oser dire aussi que ce que font ceux que l'on combat politiquement au quotidien de bien, eh bien, c'est bien. Donc, si effectivement cette réforme semble aller dans le bon sens, la confiance n'exclut pas le contrôle, et je reste vigilant quant à l'application concrète. Donc vous dites jusque-là, le gouvernement a eu tout faux, là il prend une bonne direction. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Français. Sur le papier. Parce que François Hollande voulait 75%, il lui reste 25% de popularité, effectivement. Où peut-on faire porter l'effort sans nuire à la police, à la justice, à l'éducation, à tout ce que réclament par ailleurs les Français? Vous savez, il y a beaucoup
de réformes à faire. Lorsque je vois les budgets de communication des collectivités, qui sont dans leur immense majorité socialistes, ce n'est pas à Ouest France que je vais apprendre ça, je me dis que très franchement, quel gâchis. Et que si on pouvait déjà faire preuve de sagesse dans les budgets de communication des collectivités, je suis conseiller régional d'Île-de-France, mais vous n'imaginez pas le nombre incommensurable de brochures sur papier glacé que je reçois. Les dépenses publiques, il faut aller les traquer là où sont les gaspillages, et des gaspillages concrets. Moi, Alors, je vous donne un exemple concret. Je vous donne un autre exemple combien concret. dépense M. Huchon en communication? Écoutez, et combien on pourrait économiser en Île-de-France? Je vais vous donner un autre exemple concernant l'Île-de-France, avec un chiffre précis. D'ailleurs, nous avons été plusieurs conseillers régionaux d'Île-de-France à s'en émouvoir et à les manifester contre et à vraiment interpeller le président Jean-Paul Huchon dans l'Assemblée. Il faut quand même que nos internautes, ceux qui nous écoutent et nous regardent, sachent que, par exemple, Jean-Paul Huchon, président socialiste de la première collectivité de France, a acheté, la région d'Île-de-France, a acheté à l'État un hôtel particulier dans le 7e arrondissement de 20 millions d'euros pour y loger ses vice-présidents. 20 millions d'euros. C'est-à-dire que ce que l'État vend pour diminuer ses dépenses, la région socialiste s'empresse de l'acheter. Écoutez, c'est 20 millions d'euros, mais imaginez ce qu'on peut faire comme crèche ou comme rénovation de lignes de RER avec 20 millions d'euros. Donc je crois que c'est pour ça qu'au-delà des discours, moi je conseille par exemple, si Jean-Marc Ayrault cherche 20 millions d'euros, à passer un petit coup de fil à son ami Jean-Paul Huchon, dont il doit connaître le numéro de téléphone pour lui dire très franchement, Jean-Paul Huchon, faites attention parce que les Français, et notamment les Franciliens, vous regardent et nous regardent. Alors Geoffroy Didier, on va aussi parler d'une de vos actualités, c'est la fête de la Violette. Ce week-end, donc, vous organisez cette fête. Pourquoi avoir choisi ce nom? Sans doute d'abord pour vous faire parler. Voilà. Je vois que ça marche. Non, plaisanterie à part, nous avons décidé avec Guillaume Pelletier et avec tous ceux qui nous entourent, des parlementaires comme de simples militants, puisque nous sommes arrivés en tête lors du congrès de l'UMP, nous avons décidé de créer la première fête de la droite. Parce que finalement, les communistes ont leur fête avec la fête de l'humanité, l'extrême droite a sa fête où il se retrouve place de l'Opéra, me semble-t-il. La gauche a sa fête avec la fête de la Rose, pourquoi est-ce que la droite n'aurait pas sa fête? Bon. Alors on va faire la fête de manière raisonnable, parce que la situation économique et sociale de notre pays ne se prête pas à la fête. Mais ça va être un moment de convivialité, où tous ceux qui partagent les valeurs qui nous rassemblent, qui sont celles de l'UMP, qui sont celles que Nicolas Sarkozy a portées pendant son quinquennat, eh bien, vont se retrouver. Et donc pour répondre à votre question, la fête de la Violette, d'abord parce que nous sommes le pendant de la fête de la Rose, donc effectivement fleur contre fleur, et puis parce que la violette est la fleur de l'humilité et que nous essayons de reconquérir des territoires avec l'humilité du terrain, c'est-à-dire avec l'écoute des Français. Et puis effectivement, la légende veut aussi que la violette, c'était la fleur des bonapartistes. Alors je ne suis pas bonapartiste, je suis simplement sarkozyste, mais il est vrai que Bonaparte avait le sens de l'autorité et en même temps savait consulter le peuple directement par voie référendaire lorsque c'était nécessaire. Je suis pour l'autorité qui manque cruellement aujourd'hui à notre pays et je suis pour que l'on consulte davantage le peuple. Et puis c'est une fête pour créer donc du désir de Sarkozy, si je puis dire. Donc, je crois qu'il est déjà là, le désir de Sarkozy. Qui sera à cette fête? Est-ce que toutes les sensibilités de l'UMP y seront représentées? Je pense à François Fillon, ce n'est pas une obsession. Je pense à François Fillon notamment. Je ne le prenais pas comme tel. Nous avons le loisir de rassembler. Alors il faut savoir que avant François Fillon, il y aura quand même près de 1500 militants qui se déplacent en Sologne, qui payent leur déjeuner, qui sont véritablement motivés, donc c'est quand même un très bon signe. Mais qui en aura cité nous quelques noms de personnalités? Le président de l'UMP, Jean-François Copé, sera présent. Brice Hortefeux, le président de l'association des amis de Nicolas Sarkozy, voilà. C'est quand même un signe, il sera présent. Bruno Le Maire, qui n'est pas membre de la droite forte, sera présent, parce qu'il a tenu justement à dire que la droite forte avait toute sa place à l'UMP, notamment dans le débat public. Il y aura nos parlementaires. Nous avons convié Xavier Bertrand. Xavier Bertrand a souhaité être présent, je vous le dis, comme Valérie Pécresse d'ailleurs, mais leurs agendas faisaient que ce n'était pas possible. Et ils ont d'ores et déjà dit qu'ils voulaient être des nôtres l'année prochaine, puisqu'il y aura évidemment chaque année la même fête de la Violette. Quant à François Fillon, nous l'avons convié, comme les autres parlementaires. Je souhaite sa présence, ou je souhaite en tout cas qu'il puisse être représenté, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que
Moi, je m'inscris véritablement au-delà des combats et des ambitions des chefs, et qu'en novembre dernier, la droite forte, qui n'avait pas d'ailleurs pris part à la compétition interne de l'UMP, qui n'avait pas dit je vote Copé ou je vote Fillon, moi à titre personnel j'avais dit que je votais Copé, mais la droite forte en soi n'avait pas pris position. Nous sommes arrivés en tête dans 60 départements, 37 qui ont voté en faveur de Jean-François Copé, 23 qui ont voté en faveur de François Fillon. Vous voyez à quel point la droite forte s'est rassemblée au-delà des clivages et des ambitions personnelles. Geoffroy Didier, on va aussi parler un petit peu de votre carrière. Pour les prochaines municipales, vous comptez vous présenter dans une commune ? Alors je préfère le mot parcours au mot carrière, parce que mon rôle, ou en tout cas mon souhait, c'est de servir l'État, de servir nos concitoyens, et je n'envisage pas mon parcours politique comme une carrière personnelle. Bien sûr que pour porter des idées, il faut de l'ambition, mais je préfère m'inscrire dans une ambition collective, et c'est vraiment la démarche qu'on a essayé d'initier avec Guillaume Pelletier en créant la droite forte. Oui, je suis conseiller régional d'Île-de-France, je souhaite être candidat aux élections municipales, je milite aujourd'hui dans le Val d'Oise, j'ai la possibilité d'être candidat dans quelques communes, c'est un choix personnel, c'est presque un choix intime que de rencontrer un peuple, même aussi bien... Vous ne voulez pas nous dire laquelle ? En tout cas, je ne l'ai pas décidé à ce stade, mais si vous me réinvitez en septembre, je pourrais vous le dire avec grand plaisir. Je vous en laisserai même l'exclusivité. C'est noté. En 2 mots, vous voyez où dans 4 ans, par exemple, où est-ce que vous vous sentiriez le plus utile ? À l'Assemblée, dans un gouvernement, comment Non, vous je n'aurais pas l'outrecuidance de vous dire que mon utilité serait maximale au sein du gouvernement. Je pense qu'il faut avancer avec humilité. Mais il est vrai que mon souhait, mon rêve, c'est de pouvoir porter les couleurs de mes valeurs. Et je pense qu'à l'Assemblée nationale, si je pouvais le faire, j'espère en tout cas pouvoir contribuer un jour à l'activité du Parlement. En tout cas, c'est mon souhait personnel. Alors, souvent dans la presse, on vous qualifie de jeune loup, voilà. Est-ce que ces qualificatifs qui vous sont attribués, ça vous vexe ou ça vous conforte, ça vous représente bien ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je vous le dis franchement, je l'ai vu moi-même parce qu'on a été pas mal attaqué avec Guillaume Pelletier, mais je ne suis pas là pour parler de moi. Moi, je suis vraiment là pour parler à nos internautes et de nos concitoyens et de leurs problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Mais pour répondre brièvement à votre question, je cultive naturellement une certaine indifférence aux attaques qui se sont proférées. Je ne sais pas comment, mais j'ai dû sans doute... Parce que comme j'ai toujours voulu servir mon pays, depuis que je fais d'ailleurs la taille de cette table qui nous rassemble aujourd'hui, eh bien j'ai dû peut-être me blinder, parce qu'on nous explique que dans le combat politique, il faut se blinder. Il est vrai que j'ai une certaine indifférence aux critiques. Et en tout cas, elle n'entame en rien ma détermination à mieux servir nos concitoyens. Geoffroy Didier, on va passer à la dernière séquence de cette émission, les questions de la semaine. On va vous donner quelques actus qui se sont déroulées dans les derniers jours et pour que vous puissiez les commenter. On commence avec une actu de mercredi, Michel. Oui, alors rapidement, c'était l'audition de Jérôme Cahuzac par la commission d'enquête parlementaire. On a vu la difficulté entre la commission et l'instruction elle-même. Est-ce qu'il fallait une commission d'enquête là-dessus ? Qu'il faille une commission d'enquête, certainement. Parce que manifestement, nous n'avons pas encore toute la vérité sur cette affaire. Parce que manifestement, il reste des zones d'ombre. Oui, mais ça, c'est l'affaire de la justice. Écoutez, c'est l'affaire de la justice, mais les élus du peuple ont la possibilité de créer une commission d'enquête parlementaire. J'estime qu'elle est dans son droit de le faire. J'ai juste observé, parce que j'ai écouté, comme citoyen, ce que nous disait, ou surtout ce que ne disait pas Jérôme Cahuzac, et j'ai constaté que sans doute par stratégie judiciaire, il préférait ne pas trop en dire à la télévision et aux parlementaires et réserver ce qu'il souhaite dire à la justice. Il fallait la faire. Je pense qu'il fallait la faire, oui. Alors, l'actu de ce week-end, le Guardian a affirmé dimanche que la France faisait partie des 38 cibles surveillées par l'agence américaine de sécurité. Alors, les Européens, notamment la Commission européenne, ont exigé des explications sur ce programme. Si de tels actes étaient confirmés, est-ce que vous estimez, comme Christiane Taubira, que ce sont des actes d'une hostilité inqualifiable ? Oui, je me méfie des qualificatifs, justement, facilement employés par les uns et par les autres. Tout à l'heure, je vous disais qu'il faut être prudent et rigoureux sur les affaires judiciaires. Je pense aussi qu'il faut être prudent et rigoureux sur une affaire comme celle-ci,
Nous n'avons pas encore toutes les informations, je ne suis pas un commentateur diplomatique. Je crois à la force du partenariat entre l'Union européenne et les États-Unis. En revanche, si des choses injustifiables ont été réalisées, il faut effectivement que les États-Unis s'en expliquent. Et d'ailleurs, d'après ce que j'ai pu constater, Barack Obama a décidé de donner toutes les explications au capital qui le souhaitait. Après, les mots de Christiane Taubira, moi je me méfie des grands mots utilisés par les ministres. Je préférais qu'ils se concentrent sur leur travail. Et manifestement, ils ont beaucoup à faire. On termine avec la question de lundi. Oui, dernière actualité de la semaine, la Croatie est devenue le 28e État membre de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez cette adhésion d'un bon œil ou est-ce que cet élargissement sans fin n'est pas en train de diluer un peu plus l'Europe? Je crois. Très franchement, je crois qu'il faut qu'on fasse très attention et que, si je puis dire, qu'il faille qu'on gère le stock avant de revoir le flux. Et que si vous pensez que, en tout cas si vous me posiez la question de savoir s'il fallait que la Turquie, par exemple, entre dans l'Union européenne, je vous dis non. S'il fallait que d'autres pays entrent dans l'Union européenne, je vous dirais non. Parce que je pense qu'il faut déjà qu'on s'assure... Même les pays de l'ex-Yougoslavie qui très sont franchement, géographiquement... assurons-nous d'abord que les candidats à l'Union européenne aient des frontières étanches. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas deux frontières extérieures à l'Union européenne? Est-ce qu'il ne faut pas deux Europes, selon vous? Une qui serait économique, donc une zone d'échange, et puis une autre beaucoup plus politique, le cœur de l'Europe, l'Europe de la zone euro. Si, mais ça fait 30 ans qu'on en parle. Et puis ça fait 30 ans qu'on le fait à moitié. Bien sûr qu'il y a un noyau dur politique qui est celui de la France et de l'Allemagne. Bien sûr qu'on a quand même il faut quand même se rendre compte de ce qui se passe sur le terrain. Nos concitoyens, quand vous leur parlez de l'Europe, ils ont vraiment l'impression de subir l'Europe. Ils ont l'impression que l'Europe ne les protège pas. Donc là aussi, c'est comme pour l'extrême droite. Soit on fait semblant de ne pas avoir vu, et puis on continue, on élargit l'Union européenne sans se soucier de l'étanchéité des frontières extérieures, sans se rendre compte qu'il existe des pilotes quand même dans l'avion européen, que sont la France et l'Allemagne, ou alors on continue, en veux-tu, en voilà, sans donner de crédit, parce que moi je crois à l'Europe, mais je ne crois pas à n'importe quelle Europe. Et je pense que l'Europe n'est pas un idéal fumeux. L'Europe, c'est une réalité concrète. Mais si vous voulez que cette réalité concrète corresponde aux besoins de protection de nos concitoyens, je ne dis pas protectionnisme, je dis protection. Si vous voulez que les Portugais et les Suédois aient un sentiment de citoyenneté européenne, alors il faut leur parler de choses concrètes et il faut leur parler de choses qui sont réalisables effectivement. Parce que si vous parlez en l'air, si vous parlez technique et pas politique, dans ces cas-là, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un rejet de l'Europe. Et d'ailleurs, vous le savez, nous avons l'année prochaine les élections européennes. Vous savez que l'extrême droite peut devenir à cette occasion la première force politique de notre pays. Est-ce que vous allez vous y engager dans ces élections? Est-ce que vous serez candidat aux européennes? Non, enfin moi c'est pas la question n'est pas de savoir si moi je serai candidat ou pas. Ce n'est pas à moi de décider. La question c'est qu'on s'engagera dans le combat sur la politique européenne. Encore une fois, je ne suis pas là pour, si je suis candidat, je m'investis, si je ne suis pas candidat, je ne m'investis pas. Nous portons le premier mouvement de l'UMP, la droite forte organisera une convention sur l'Europe à l'automne, elle aura des choses à dire, elle aura des choses à dire fortes pour une Europe, certes européenne, mais une Europe beaucoup plus protectrice et beaucoup plus politique. Ce sera le dernier mot de cette émission. Merci Geoffroy Didier d'y avoir participé. Merci beaucoup de votre invitation. Merci Michel Urvoas. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés sur l'internaute.com et ouestfrance.fr pour de prochaines éditions de Direct Politique. À très vite.